Salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui dans une vidéo un petit peu différente de d'habitude puisque je ne vais pas parler de livres ou de jeux vidéo mais d'un sujet dont j'avais envie de parler depuis un certain temps et puis je crois qu'il y avait quelqu'un qui m'en avait parlé aussi dans les commentaires un jour. Donc c'est le sujet des séjours d'éco-volontariat et de voyages scientifiques. Donc en fait pour vous expliquer ce que c'est, l'éco-volontariat c'est quand on part en séjour soit en France soit dans un pays étranger pour aller aider une association par exemple qui peut faire, alors ça peut être soit dans l'humanitaire, soit sur la faune et flore, soit sur un autre sujet. Donc moi en l'occurrence c'est surtout sur les animaux que j'ai fait ce genre de séjour. Et on aide en fait l'association sur place et en échange on est logé et puis parfois nourri aussi. Et du coup ça nous fait un petit séjour, voilà, presque comme un petit peu des vacances mais pas tout à fait, et en faisant une action quelconque. Et ce que j'appelle les voyages scientifiques, c'est quelque chose de légèrement différent puisque c'est pas de l'éco-volontariat, c'est un séjour qu'on fait avec, enfin moi ceux que j'ai testés c'était vraiment plus dans un but de formation naturaliste, donc c'est des séjours qui sont payants. Alors l'éco-volontariat ça dépend, je crois qu'il y en a certains qui peuvent être gratuits il me semble, ça dépend des associations. Ceux que j'avais testés, dans ceux que j'avais testés, oui je me rappelle il y en avait un payant et un gratuit, et les voyages scientifiques par contre ceux-là sont payants mais pas très cher. Donc je vais expliquer ça après dans le détail, mais d'abord juste pour vous réexpliquer le contexte. Donc moi j'ai eu jusqu'à présent 5 expériences de ce type, donc je me suis dit que voilà, là ça me faisait suffisamment de matière pour en discuter un petit peu et voilà, juste donner mon expérience personnelle avec ce genre de choses au cas où ça puisse intéresser certaines personnes. Parce que c'est quelque chose dont je trouve on n'entend pas beaucoup parler. Et moi j'avais découvert ça en fait à l'époque où je faisais ma licence de biologie. À l'université où j'étais, il y avait un étudiant qui un jour était venu nous faire une présentation d'un voyage scientifique qu'il avait fait. Et j'en avais jamais entendu parler, genre même les profs de biologie ne nous parlaient pas de ça, alors que c'était souvent sur des thèmes scientifiques, donc ça correspondait vachement bien à nos études, mais l'info n'était pas, enfin on n'en entendait jamais parler, ce genre de choses. Donc voilà, j'avais entendu parler de ça à cette époque-là, et du coup à la même époque j'ai commencé à avoir ce genre d'expérience. Donc je vais parler des 5 l'une après l'autre, juste pour vous les présenter, voilà, vous expliquer en quoi ça consistait, où ça se passait, qu'est-ce qu'on faisait, et puis voilà, au cas où ça intéresse certains d'entre vous, et je vous mettrai dans la barre d'infos les liens vers les différents sites, les différentes associations, etc. dont je parle. Donc voilà, donc pour commencer, ma toute première expérience en éco-volontariat, c'était en 2015. Et j'ai refait la même en 2016. Donc en fait les deux premières c'était un petit peu les mêmes d'une année sur l'autre. Et ça a été au centre de sauvegarde du loup ibérique au Portugal. Donc c'est dans la région de Lisbonne, le centre se trouve à environ 1 heure de Lisbonne. Et en fait c'est comme une sorte de parc animalier mais qui n'est pas vraiment ouvert au public, c'est pas un zoo mais c'est un refuge pour les loups en fait. Donc le loup ibérique qui est une sous-espèce de loup qui vit comme son nom l'indique dans la péninsule ibérique, qui est assez menacée. Et donc en fait ce centre recueille des loups, soit qui ont été issus dans le trafic illégal, donc des loups qui étaient détenus illégalement, qui ont été saisis par les autorités puis placés là, soit des loups qui viennent de parcs zoologiques qui n'étaient plus en mesure de les garder, soit des loups voilà, qui ont été trouvés, saisis à différents endroits et dont on ne savait pas quoi faire. Voilà, ils récupèrent les loups qui ne peuvent pas être remis dans la nature parce qu'ils ont été trop imprégnés par l'humain et qu'ils n'ont pas appris à vivre de façon sauvage et dont personne d'autre ne pouvait s'occuper. Donc c'était 2 très bonnes expériences. Donc ça a duré 15 jours à chaque fois et j'avais fait ça par le biais d'une association qui s'appelle Si Belle Planète, qui organisait des différentes missions d'éco-volontariat à travers le monde, qui avait l'avantage d'être très peu cher. Mais malheureusement, suite au Covid, cette association a été en grande difficulté et elle a arrêté de faire ses missions à l'étranger. Je crois qu'elle continue à en faire un petit peu en France sur le thème des cétacés, mais ses autres missions, elle a arrêté. Par contre, si le thème des loups ibériques vous intéresse particulièrement, vous pouvez toujours contacter directement le centre du Portugal sans passer par l'association pour faire une demande directement auprès d'eux si vous voulez faire du volontariat, parce que c'est quelque chose qu'ils proposent
toujours. Donc en gros, comment ça se passait? Donc je suis passée dans l'association où j'avais fait mon inscription, etc. Je crois que pour les 2 semaines, j'avais payé 250 €, donc hors billet d'avion de transport. Mais voilà, 250 € pour 2 semaines au Portugal, c'était quand même plutôt sympa. Alors là, du coup, quand on passe directement par le centre, je sais pas trop comment ça se passe. Je sais pas s'ils font payer ou pas. Moi, j'avais pas fait ce système-là, mais voilà. Et donc en fait, une fois arrivé sur place, donc il y avait quelqu'un qui venait nous chercher pour nous amener au centre depuis les environs de Lisbonne. Et en gros, le quotidien là-bas, c'était qu'on aidait à s'occuper des loups. Donc il s'agissait principalement d'aller leur remettre de l'eau, de leur donner à manger, de vérifier que tout allait bien. Voilà, c'était un peu en mode soigneur animalier en fait. Donc on n'était pas en contact direct avec les loups, ils étaient toujours dans de très vastes enclos, alors qui étaient vraiment grands pour la plupart, mais qui étaient quand même grillagés, et donc on restait en général plutôt à l'extérieur. Les seuls moments où il y avait parfois des entrées dans les enclos, c'est quand il fallait aller débroussailler une zone à l'intérieur, mais les loups restaient à distance, parce que c'est pas... Le but du centre n'est pas de créer une proximité entre les loups et les gens, donc on n'avait pas de contact direct avec. On était vraiment comme des soigneurs, voilà, qui on vérifiait s'ils étaient en bonne santé, si ça se passait bien, on les observait, on les nourrissait. Et il y avait une grosse partie du séjour aussi qui était consacrée à l'entretien du parc en fait, puisque c'est dans une zone où en été il peut faire très très chaud et assez sec, et où il y a un fort risque d'incendie. D'ailleurs, je crois que peu de temps après avoir fait ma 2e mission là-bas, ils avaient eu des énormes incendies au Portugal. Je ne sais pas si le centre avait été très touché ou pas, mais bon. Et donc une grosse partie du travail, c'était en fait un peu du débroussaillage. En fait, il fallait créer des zones où on retirait les plantes pour éviter la propagation du feu, si jamais il y avait des incendies. Et donc ça, j'insiste un peu là-dessus parce que c'était quelque chose, je m'y attendais pas forcément au début, mais ça prenait vraiment une grosse partie du temps, en tout cas à l'époque de l'année où j'y étais, parce que je pense que les activités changent un petit peu selon si on y va en été ou en hiver. Moi j'avais fait juillet la première année et juin la 2e. Mais voilà, ça prenait une grosse partie du temps et c'était vraiment physique. Donc on se retrouvait parfois vraiment en plein soleil avec une bêche à devoir déterrer, couper des plantes, etc. C'était assez fatigant, donc voilà, faut le savoir. Si jamais vous voulez faire un stage là-bas, c'est pas pour se reposer quoi. Ça peut être assez physique sur certaines activités. Après bon, c'était pas non plus l'école militaire, hein, mais voilà, on n'y va pas pour rester tranquille dans le canapé à regarder la télé quoi. Et de façon générale, l'éco-volontariat, on y va quand même pour travailler. C'est pas des vacances, il faut pas confondre avec un séjour touristique. On avait des périodes de temps libre où on pouvait sortir du centre pour aller visiter Lisbonne ou les villes aux alentours, mais on avait quand même un planning de tâches à respecter. Donc on était logés en fait dans le parc, dans une espèce de petit chalet avec les autres volontaires. Et en fait, chaque jour, on avait une liste de tâches par personne à des horaires définis, et chacun devait faire son travail. Voilà, et on devait respecter un minimum le planning. Donc moi j'ai beaucoup aimé ces 2 expériences, notamment parce que même si le centre ne cherche pas à créer une proximité avec les loups, on avait quand même beaucoup de temps pour les observer, et j'avais vraiment passé des heures et des heures et des heures devant les enclos à différents endroits pour attendre, pour guetter, et au bout d'un moment les loups venaient, et il y en avait certains qui s'approchaient vraiment très très près, qu'on pouvait vraiment très bien observer. Après ça dépendait des individus, il y en avait qui étaient très farouches, qui ne se montraient quasiment jamais, et d'autres qui au contraire étaient assez curieux à l'égard de l'homme et qui venaient vraiment, si on était assez patient, qui venaient vraiment nous voir. Donc c'était super intéressant par rapport à ça. Et ouais, en dehors des tâches qu'on avait à faire sur le planning, on avait vraiment beaucoup de temps pour observer les loups. Donc ça c'était très bien. Après moi, un truc qui m'avait un peu déstabilisé à l'époque, mais ça c'était purement personnel, c'est que comme on est dans un lieu très isolé, si on n'a pas de voiture, on est un peu bloqué. Donc en général, il y a toujours au moins 1 ou 2 autres volontaires dans le groupe qui ont une voiture s'il faut faire un trajet pour aller visiter une ville quelque part ou autre. Mais quand on n'a pas de voiture et qu'on n'a pas quelqu'un qui peut nous prendre dans sa voiture, on est un peu bloqué en fait. On ne peut pas aller faire les courses soi-même, on ne peut pas aller visiter des choses tout seul. Voilà, on est vraiment dépendant d'un véhicule pour pouvoir sortir facilement du centre. Parce qu'à part ça, il y avait aussi une station de bus
mais le bus il passait pas forcément très fréquemment. Donc voilà, c'était un milieu rural, voilà, assez contraignant quand on n'a pas de voiture. Mais bon, à part ça, il n'y avait pas de difficultés majeures. Le chalet était plutôt confortable, on était assez bien installés. L'environnement était très beau. On avait vraiment un grand terrain qu'on pouvait explorer. Voilà, qu'on pouvait explorer librement au-delà même des enclos des loups. C'était un peu comme dans une sorte de parc naturel. Et donc j'avais fait aussi quelques observations d'animaux sauvages en dehors des loups, des reptiles, des choses comme ça. Donc voilà, si vous aimez bien vous promener un peu dans la nature et tout, c'était vraiment chouette ça. Et on était sous la tutelle, le groupe était sous la tutelle de une des responsables du centre qui s'appelait Philippa. Je ne sais pas si c'est toujours elle actuellement, mais en tout cas elle était super sympa. Elle nous expliquait plein de choses sur les loups. Il y avait aussi une bibliothèque avec plein d'ouvrages qu'on pouvait regarder. Elle nous racontait plein de choses sur la situation du loup ibérique au Portugal, en Espagne, les systèmes pour protéger les troupeaux, etc. Voilà, on pouvait vraiment lui poser toutes les questions qu'on voulait. Sachant que tous les échanges se faisaient en anglais, puisque même s'il y a beaucoup de Français qui font ce séjour-là, avec les responsables, les échanges étaient uniquement en anglais. Donc il faut savoir le parler un minimum quand même pour pouvoir se débrouiller. Mais c'était pas non plus... Enfin, si on a quelques bonnes bases en anglais, ça va quoi, il n'y avait pas de difficulté. Et je veux dire, même si vous avez un peu de difficulté, comme il y a très souvent d'autres Français dans le groupe, parfois les autres gens du groupe peuvent traduire s'il y a quelqu'un qui a un peu plus de mal à comprendre, quoi. Donc voilà, ça c'était mes deux premières expériences en éco-volontariat qui étaient très positives et qui m'ont incité ensuite à poursuivre un petit peu ce type d'expérience sur ce type de modèle. Et donc l'année suivante, donc en 2017, j'ai refait un stage de bénévolat, toujours sur les loups, mais cette fois-ci en France, dans un autre refuge, donc qui s'appelle le refuge de Côte-Fur. Je ne sais pas exactement comment ça se prononce. C'est en Bretagne, pas très loin de Pontivy, donc plutôt dans le centre de la Bretagne. Et c'est un petit peu comme pour le loup ibérique, c'est un refuge situé dans un milieu, dans l'environnement rural, qui recueille des loups issus de trafic, de zoos ne pouvant plus les garder, ou de dresseurs animaliers qui ne peuvent pas les garder non plus. Enfin voilà, c'est encore une fois un refuge pour les loups, mais également pour d'autres animaux, puisque quand j'y étais allée, il y avait aussi tout un troupeau de daims qui avait été récupéré. Il y avait aussi des cochons, une vache, un cerf, voilà, il y avait un peu... C'était principalement dédié aux loups, mais il y avait aussi quelques autres animaux. Et là, donc là c'était gratuit, j'avais pas payé le séjour, par contre il fallait que je paye moi-même la nourriture. Et donc j'ai été logée, alors je crois que ça a changé depuis, mais à l'époque où j'y étais en 2017, le logement était vraiment très rustique. Là pour le coup c'était pas un petit chalet, etc. J'étais toute seule en fait, quand j'y étais allée, il n'y avait pas d'autres volontaires. Et le logement c'était, je sais pas trop comment vous décrire, mais c'était une espèce de moitié maisonnette, moitié caravane, sans électricité, sans eau, avec de la terre battue sur le sol, qui était ouverte un peu à tous les vents. Voilà, c'était une espèce de construction hybride. Voilà, c'était un truc assez rigolo. Mais donc le confort était un peu spartiate forcément, donc vu qu'il n'y avait pas d'eau, on ne pouvait pas prendre de douche normalement. Il y avait une douche solaire avec un seau et puis voilà. Donc comme je le disais, il y avait pas ou peu d'accès à l'électricité. Donc voilà, c'était... pas forcément toujours ultra pratique, mais en tout cas si vous cherchez une expérience vraiment très rustique, c'était parfait. Mais je crois que depuis ils ont modifié, je crois que maintenant ils ont un système de logement un petit peu plus aménagé, je crois. J'y suis pas retournée depuis dans ce centre, mais il me semble qu'ils ont fait des modifications par rapport à ça. Et donc là-bas, alors c'était assez différent du centre des loups ibériques, puisque donc j'étais toute seule et cette fois il n'y avait pas de planning. C'était vraiment complètement libre, donc les tâches étaient assez similaires. Il s'agissait de s'occuper un peu des animaux, donc de participer à leur nourrissage, de vérifier qu'ils avaient de l'eau, que les clôtures étaient bien entretenues, etc. Mais en fait, cette fois il n'y avait pas de planning avec des heures, etc. J'étais vraiment très libre de ce que je pouvais faire. Donc c'était en plein milieu de la campagne, il y avait une forêt à côté, donc je pouvais partir me promener, je pouvais juste rester à observer les loups, je pouvais faire tout ce que je voulais, je pouvais rester dans la petite cabane autant de temps que je le souhaitais.
Donc voilà, c'était très 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 libre. Après, moi ça m'avait un peu gênée parce que j'ai du mal quand il n'y a pas des plannings bien circonscrits en fait. Quand j'ai pas de tâches précises à faire à des heures précises, du coup je suis un peu perdue et j'ai tendance à beaucoup tourner en rond. Donc ça c'est ce qui m'avait un peu gênée personnellement pendant ce séjour-là, surtout que le fait d'être toute seule, du coup, voilà. Donc il y avait, alors j'étais pas toute seule dans le centre, mais en gros c'est géré par deux personnes, un couple qui vit là avec leur fille. Et bon, ils étaient très disponibles pour discuter, etc. Ça, il n'y avait aucun problème, ils étaient super sympas, on avait beaucoup discuté. Mais voilà, au bout d'un moment, ils vaquaient un peu à leurs occupations et il y avait eu des fois où je tournais un peu en rond. Encore une fois, j'étais bloquée par le fait de ne pas avoir de voiture, donc je ne pouvais pas quitter le centre toute seule en fait. Donc pour aller faire les courses, il fallait que j'attende que les responsables aillent eux aussi faire les courses, etc. Donc j'étais aussi un peu bloquée par rapport à ça. Mais par contre, là encore, j'avais beaucoup de temps du coup pour observer les loups. Et j'ai pu faire beaucoup d'observations très très intéressantes. Là, c'était pas que des loups ibériques, c'était des loups de toutes sortes de sous-espèces. Il y avait même des loups hybrides issus du trafic. Et là, c'était un peu le même principe. Il y en avait qui étaient très farouches, il y en avait qui venaient assez près. Et donc j'avais fait beaucoup d'observations intéressantes, j'avais pu faire pas mal de photos, de films, etc. Donc de ce point de vue-là, c'était vraiment bien. Il y avait aussi deux chiens, non 3 chiens même, sur le refuge qui habitaient là. Il y avait un Saint-Bernard, un Patou et un berger Groenendael. Et ça c'était vachement bien aussi, je me suis très bien entendue avec les chiens en fait, en particulier le Saint-Bernard qui me suivait partout et j'ai passé pas mal de temps avec lui. Donc voilà, puis même les autres animaux, les cochons, les daims, etc. C'était assez sympa en fait d'être dans cette ambiance très... on aurait dit un peu un mélange entre une ferme et un refuge pour animaux sauvages, quoi. Il y avait tout le temps des animaux partout en fait, l'environnement était très beau. Et voilà, c'était une chouette expérience, mais donc moins cadrée que celle des loups ibériques. Et moi, c'est ce qui personnellement m'avait un peu embêtée, c'était que j'avais un petit peu tourné en rond, faute de savoir exactement quoi faire. Voilà. Donc voilà pour cette deuxième expérience que j'avais faite. Et ensuite, après ça, j'ai décidé de passer sur un autre format qui est celui de ce que j'appelle les voyages scientifiques. Et ça, je le fais avec un organisme qui s'appelle OSI, Objectif Science Internationale. D'ailleurs, je portais leur t-shirt sur ma vidéo précédente, vous l'avez peut-être remarqué. Et donc Objectif Science Internationale, là j'ai fait 2 missions avec eux pour l'instant. C'était pas de l'éco-volontariat, mais c'était des formations naturalistes. Donc en fait c'est un organisme qui propose un assez grand nombre de séjours un peu partout dans le monde, qui sont payants mais qui sont déductibles des impôts à 66%. Donc quand même plutôt intéressant. Alors je sais pas si le 66% c'est sur absolument tous leurs séjours, mais en tout cas les 2 que j'ai fait, ça fonctionnait et du coup ça m'est revenu très peu cher. Donc moi en fait je suis passée par... Alors ils ont différents types de programmes parce que Objectif Science Internationale c'est vraiment un assez gros truc. Je vous mettrai aussi le lien de leur site en barre d'infos, sachant que leur site est assez compliqué, il est pas très ergonomique, c'est un peu difficile de s'y retrouver des fois. Ils sont au courant d'ailleurs, plein de gens leur ont fait cette remarque, mais bon, il est toujours comme ça. Et donc ils ont différents types de séjours, il y a des séjours
pour les enfants, il y a des séjours un peu plus scolaires, il y a des séjours formation naturaliste, d'autres où c'est plus des missions de sciences participatives ou des missions plus exploration, enfin voilà, il y a différents types de choses, beaucoup de thématiques différentes, donc il y a les animaux, la géologie, la chimie, que sais-je encore, enfin voilà, toujours un peu en lien avec les sciences naturelles, mais pas mal de thématiques différentes, la paléontologie, voilà. Et donc moi pour l'instant j'ai fait 2 missions qui sont dans un de leurs programmes qui s'appelle Biodiversita, qui est le programme des formations naturalistes qui se déroule en France et en Suisse. Donc en fait c'est une liste, c'est un ensemble de missions qui se déroulent tout au long de l'année de façon cyclique, donc tous les ans la même liste de missions revient. Et on peut soit faire une ou deux de leurs missions comme ça de façon isolée, soit s'inscrire pour faire tout le cycle. Et dans ce cas, on fait toutes les missions. Alors je crois qu'on a 2 ou 3 ans pour les faire toutes. Et si on s'inscrit pour le cycle, on paye un petit peu moins cher que si on fait les missions de façon isolée. Donc voilà, moi j'avais pas envie de faire tout le cycle parce que c'est quand même, ça fait un peu beaucoup. Mais j'ai fait 2 missions isolées avec eux, donc une en Camargue, donc celle-là je l'ai faite en mai 2023. C'était une formation de 1 semaine sur le thème de la faune et la flore de Camargue. Donc là, les formations Biodiversita, en général, c'est faune-flore, hein. C'est les deux thèmes principaux de ces formations-là. Et donc en fait, à chaque mission, on est dans une région avec comme objectif d'observer la biodiversité dans cette région-là. Donc j'avais fait la première en 2023 en Camargue, et la seconde, je l'ai faite cette année, le mois dernier, en juillet, en Suisse. Donc voilà. Et alors c'était très très intéressant. Après, là pour le coup, c'est vraiment pas des vacances. C'est assez fatigant parce que c'est pas du tourisme, c'est une formation. Donc on avait un planning qui était bien chargé. Tous les jours, on avait on avait toute une liste d'activités où il fallait aller à chaque fois à différents endroits pour observer la faune et la flore de tel endroit, puis tel endroit, puis tel endroit. Puis on avait aussi des cours théoriques sur notre lieu d'habitation. Donc ça c'était différent avec ce que j'avais fait en éco-volontariat, puisque là, dans les formations, on avait vraiment des cours où on nous enseignait des choses sur l'entomologie, l'ornithologie, apprendre à différencier les espèces, les clés d'identification, etc. Donc c'était des cours... Alors on pouvait faire 2 groupes avec les débutants d'un côté et les plus expérimentés de l'autre, mais ça pouvait aller vraiment assez loin dans le détail. C'est des formations qui peuvent être assez poussées, donc il faut un peu s'intéresser au sujet quand même. Après il y avait des gens qui venaient à ces formations qui n'y connaissaient strictement rien et qui venaient comme ça, juste pour essayer. C'est ouvert à tout le monde, il n'y a pas du tout de niveau prérequis pour pouvoir s'inscrire, on n'est pas obligé d'être étudiant en biologie ou quoi que ce soit. Mais voilà, il y a pas mal de théories et c'est... je pense qu'il faut quand même un tout petit peu s'intéresser au sujet, quoi, parce que c'est un peu... parfois ça peut être un tout petit peu pointu et assez focalisé sur ça. Et donc voilà, tous les jours on avait différentes activités à faire. Parfois c'était des activités où il fallait se lever à 6 h du matin pour aller partir à un endroit précis, observer les oiseaux à l'heure où ils étaient le plus actifs. Donc voilà, des formations très denses et parfois un petit peu fatigantes. Sachant que, bon, on avait le droit, si on était vraiment fatigué, de sauter des modules. C'était pas d'une rigueur absolument extrême. On n'est pas obligé de tout faire si on n'a pas envie, mais bon, c'est dommage de rater des modules quand on va à ce genre de formation-là. Donc voilà, c'était très intéressant, mais un petit peu fatigant par moment. Celle de Camargue, j'avais beaucoup aimé parce que déjà, on était dans un petit groupe, on n'était que 8, je crois. Donc on était logés dans une maison... une grande maison à la campagne en Camargue, et il y avait une très bonne ambiance. On était avec 2 formateurs de OSI qui connaissaient très bien leur sujet, qui nous ont expliqué vraiment plein de trucs. J'ai appris beaucoup de choses pendant cette formation-là. Et en fait, au début, le premier jour, quand on arrive, ils nous font une espèce de petit quiz d'identification de différentes plantes et animaux. Et on refait le quiz à la fin de la formation pour voir si entre les deux notre note a augmenté. Et là, sur les 2 essais que j'ai fait, à chaque fois la note elle augmentait parce qu'on apprenait vraiment pas mal de choses pendant la semaine. Donc ça c'était très bien. Et donc en Camargue, on a vu différents environnements. On est allé dans les Alpilles, on a réussi à voir le lézard osselet, qui est une espèce de reptile assez rare en France. On était allé aussi en bord de mer, on était allé plus dans la campagne. Voilà, on avait fait différents milieux. On avait observé beaucoup d'oiseaux, plusieurs reptiles, pas mal d'insectes et d'amphibiens aussi.
Donc voilà, c'était vraiment très très bien, l'ambiance était très bonne. Donc en fait, après les activités, le soir venu, il y a des tours pour faire les repas, puisque les repas sont préparés en commun. Donc voilà, il fallait préparer les repas tous ensemble, après on dînait ensemble et on était logés sur place. Voilà, on passait vraiment toute la semaine dans le groupe. Et par contre là, il n'y avait pas du tout le temps d'aller faire du tourisme. C'était pas comme au centre de Louis Ibérique où j'avais pu aller visiter un peu Lisbonne et d'autres villes. Là en fait le planning avec Biodiversita, le planning était tellement chargé qu'il n'y avait vraiment pas du tout le temps d'aller visiter quoi que ce soit, quoi. C'était pas prévu dans le truc, donc si vous voulez visiter la région où se passe la formation, en fait il faut prévoir d'y rester 1 ou 2 jours supplémentaires, mais du coup en dehors du séjour OSI, quoi. C'est-à-dire qu'il faut que vous preniez un hôtel dans la ville après pour faire vos propres petites vacances, mais pendant la formation c'est pas vraiment possible. Donc voilà. Donc comme je le disais, c'était des trucs déductibles à 66% et donc au final du coup la semaine en Camargue ça m'était revenu je crois à 330 € hors transport. Et là la semaine en Suisse 380 je crois. Une semaine en Suisse donc logé, nourri, etc. À 380 €, c'est quand même pas très cher. Et donc encore une fois c'était hors transport. Alors normalement la réduction marche aussi sur les transports si on leur envoie nos justificatifs de billets de train ou autre. C'est ce que j'ai fait. En Camargue je ne l'avais pas fait, là pour la Suisse je l'ai fait mais j'ai pas encore de réponse. Donc j'attends de voir si ça marche vraiment ou pas avant de dire que c'est ok. Mais en tout cas ils disent que normalement ils le font. Donc voilà, du coup je trouve que toutes ces formations là c'est un très bon moyen de voyager un peu pour pas très cher, même si du coup c'est pas des vacances mais c'est quand même intéressant quoi. Et concernant le séjour en Suisse, donc là c'était en haute montagne, donc dans la région, enfin au niveau du village de Zinal, qui si je ne m'abuse est plutôt vers le centre de la Suisse. Et donc c'était très intéressant aussi, donc un environnement complètement différent puisque le chalet dans lequel on était logé il était à environ 1700 mètres d'altitude. Et on est monté au fil des expéditions, enfin pas des expéditions, mais au fil des activités, on est monté je crois jusqu'à 2600, un truc comme ça. Normalement on devait aller jusqu'à 3000, mais il y avait eu des inondations qui bloquaient la route et du coup on ne pouvait pas aller à l'endroit qui était prévu, mais bon. Donc là encore c'était des plannings assez chargés, donc un petit peu fatigant, surtout que là pour cette mission, enfin pour ce séjour je veux dire, on était vraiment beaucoup, on était une vingtaine. Et c'était trop. Là pour le coup je vous avoue que ça m'a un peu fatiguée d'être dans un groupe de 20 personnes, même pour aller observer les animaux etc. C'était pas très pratique. Et les organisateurs eux-mêmes ont dit qu'ils ne referaient plus de mission avec autant de personnes parce qu'effectivement c'était trop... on était trop les uns sur les autres tout le temps. Donc bon voilà, j'ai eu pas de chance en tombant pile sur le séjour où il y avait trop de monde. Mais bon, comme ça j'ai testé aussi cette formule-là et maintenant je sais qu'il faut que je fasse un peu attention, il faut que je me renseigne un peu sur le nombre de gens avant de m'inscrire à un truc. Mais donc on était logés dans un chalet et puis pareil, tous les matins on partait dans la montagne à différents endroits pour observer la faune, la flore, alors surtout la flore. Ça c'est un truc qu'il faut savoir, c'est que sur ce séjour-là en Suisse, donc qui se passe en juillet, la botanique était très très représentée. Puisqu'on est dans des milieux où, alors il y a de la faune, hein, il y a des oiseaux, des mammifères, etc. Mais on a vu, enfin j'ai eu le sentiment d'avoir vu un peu moins d'animaux que quand on était en Camargue. Et on a passé vraiment beaucoup de temps à faire de l'étude de botanique. Et pas mal d'entomologie aussi, mais c'était vraiment très très axé sur les plantes ce séjour-là. Donc voilà, c'est un truc à savoir, c'est que si vous n'aimez pas la botanique, si ça vous intéresse vraiment pas du tout, c'est peut-être pas la meilleure formation à faire pour commencer. En tout cas, moi je vous avoue, j'étais un petit peu saoulée de la botanique à la fin de ce séjour. Voilà. Mais on a quand même fait aussi des belles observations d'animaux. On a vu un aigle royal, on a vu pas mal de cerfs, de chamois, de choses comme ça. Donc, et les paysages étaient vraiment très 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 beaux. Ça, moi j'adore la montagne, donc j'étais très contente de tous les paysages qu'on a vus. Après, une autre chose à savoir par contre, c'est que c'est pas un séjour de randonnée. Donc c'est pas, vous n'allez pas marcher et traverser des paysages voilà, pendant tout le séjour. En fait on se déplace à un endroit, souvent on y va en voiture dès que c'est un petit peu loin. Et on est statique pendant en général assez longtemps. C'est-à-dire qu'on se pose quelque part et on observe la faune et la flore dans un rayon de quelques dizaines de mètres. Excusez-moi, je reprends mon souffle. Mais ça...
on reste sans bouger pendant assez longtemps. Ça aussi, c'est quelque chose qui, moi, personnellement, a fini par un peu me gêner parce que j'aime bien bouger, en fait, j'aime bien marcher. Et il y avait des moments où, quand on était vraiment au même endroit depuis plusieurs heures à observer les petites fleurs et les petits papillons, j'avais un peu envie d'aller tracer, voilà, de partir bouger. Donc voilà, si vous cherchez un séjour vraiment de type randonnée un peu sportif, c'est pas forcément ça qu'il faut. Là, c'est plus un séjour où on se promène un petit peu quand même, mais on passe beaucoup de temps arrêté à faire des observations. Voilà. Après, OSI propose aussi des séjours plus de type randonnée, mais il faut se renseigner en fait sur les différentes formules qui existent. Néanmoins, pour le séjour en Suisse, un truc à savoir aussi, c'est que même si c'est pas axé sur la randonnée, il y a quand même un petit peu de marche, et comme c'est de la montagne, il y a parfois des forts dénivelés, donc je pense qu'il faut être quand même un petit peu en forme pour le faire, ou ne pas avoir de problème de pieds ou de genoux, ou de choses qui pourraient vous gêner pour monter ou descendre, parce qu'il y avait des dénivelés assez forts quand même. Donc voilà, je pense que pour cette formation-là en haute montagne, il faut un minimum de conditions physiques, à mon avis, pour réussir à accéder aux différentes zones. Alors qu'en Camargue, il n'y avait pas du tout de problème, c'était du plat, quoi. Donc voilà, il n'y avait vraiment aucun souci par rapport à ça. Et du coup, je pense que ça dépend pour chaque formation. Donc ils en font sur le cycle Biodiversita. Il y en a dans les Alpes françaises, il y en a en Bretagne, il y en a... j'ai oublié le reste parce que je les ai pas tout appris de par cœur, mais voilà, c'est dans différentes régions de France et un petit peu de Suisse. Donc il faut voir en fait quel type d'environnement vous intéresse le plus, et selon les thématiques qui sont abordées aussi. Moi, j'ai l'intention de faire une 3e formation avec eux dans les Alpes sur le thème des grands animaux, donc notamment grands mammifères et grands rapaces. Et je pense qu'après, j'essaierai de passer sur une autre formule pour tester autre chose. Mais voilà, en attendant, c'était mes 5 premières expériences d'éco-volontariat et voyage scientifique. Je vous ai raconté ça un peu en freestyle, donc j'ai sans doute pas été complètement exhaustive, mais si ça vous intéresse et que vous avez des questions, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire et je me ferai un plaisir d'y répondre. Je vais mettre au montage un certain nombre d'images pour que vous voyez un petit peu à quoi ça ressemblait. Et puis en tout cas, moi c'est un type de vacances entre guillemets qui me convient vraiment bien, qui me plaît bien. Ça permet de voyager en n'étant pas tout seul. C'est-à-dire que vu que c'est des choses en groupe, ça peut être un peu plus rassurant si on n'a pas envie de partir forcément à l'étranger ou même en France tout seul. Et on apprend beaucoup de choses. Et alors certes, ça laisse pas forcément beaucoup de temps libre selon les formules, mais moi ça me plaît bien. Donc je vous encourage à découvrir ce genre de séjour. Et puis voilà, mon caméscope n'a plus de batterie, donc n'hésitez pas encore une fois si vous avez des questions à me les poser, et puis je vous mettrai des infos dans les commentaires. Et en attendant, je vous dis à la prochaine. Salut!